construction d'un stade de football de 35 000 places, qui servira aussi au rugby et pour de l'événementiel type concert ou spectacle vivant. Il s'agit d'un PPP, un partenariat public-privé. L'objet du contrat, c'est le financement, la conception, la réalisation, ainsi que l'exploitation. Il y a un musée qui est intégré, le Musée national du sport, et tout un programme immobilier qui permettra en fait, d'intégrer 30 000 m² de commerce. Au niveau du béton, ça représente 450 000 heures de travail. Ça représente environ 160 000 m² de surface horizontale de plancher, 90 000 m³ de béton, 10 000 tonnes d'acier, 4 500 tonnes de charpente métallique, 4 000 m³ de charpente bois, 40 000 m² de couverture. La durée des travaux est de 30 mois, y compris études et permis de construire travaux. Le montant du CPI avoisine les 200 millions d'euros. Dans ces 200 millions d'euros, la part travaux pèse 165 millions d'euros. On est dans une des zones en France qui est sismiquement la plus active. On a une probabilité de séisme de ce petit arc frontalier qui est beaucoup plus importante que pour beaucoup de régions. D'un point de vue réglementaire, ce qu'il faut voir, c'est que les cartes de sismicité en fait, ont été mises à jour récemment. Elles ont été mises à jour avec une mise en application en mai 2010. Ce qu'il faut quand même savoir pour le coup, c'est que c'est un des rares projets français, ou au moins un des premiers projets hors le nucléaire, à appliquer en fait, ces normes. La carte de sismicité nous donne un séisme type à appliquer. On fait des études de sol qui permettent de voir comment, dans notre cas de figure, le sol va réagir par rapport à ce séisme. On va dimensionner la rigidité des semelles sur la base aussi de ces études de sol, comment le sol va se comporter, quels sont les ressorts en fait, qui vont être appliqués. On sépare après le stade en blocs qui vont fonctionner de façon unitaire. En l'occurrence, compte tenu de la dimension de l'ouvrage, nous on a 14 blocs. Ces 14 blocs donc, vont être modélisés, ils vont être analysés en termes de déplacement, en termes de fréquence, en termes de contraintes. Et puis la charpente elle-même, pour des problèmes de stabilité au séisme et par rapport à sa conception elle-même, elle est monolithique et qui elle donc doit se comporter en fait, de façon homogène et doit se découpler par rapport en fait, aux différents blocs. Donc c'est là qu'on est un petit peu particulier. Si on fait la somme de tous les gens qui ont pu travailler en fait, et ou qui travaillent encore en fait, sur le sujet, globalement on arrive presque à un effectif de 80 personnes uniquement affectées sur ces calculs pas juste sur les séismes, sur les calculs globaux en fait, de structure, du béton armé et de la structure de la charpente en tant que telle. Il est nécessaire et indispensable de mutualiser les bureaux d'études, de mutualiser les bureaux de méthode, afin de pouvoir justement respecter les échéances de production de plans, de production de cahiers de méthode, etc. Puisque le travail est quand même colossal. Le stade de Nice est composé de 3 tribunes, tribune basse, tribune intermédiaire et tribune haute. Donc, ce sont 3 ouvrages similaires parce que ça comporte les gradins évidemment pour que les gens s'assoient, mais qui sont différents au fur et à mesure qu'on monte dans les niveaux, puisque les inclinaisons changent. C'est pour donner l'effet de chaudron qu'ont les stades modernes. Une crémaillère, c'est une poutre qui rigidifie l'ensemble de la structure de l'ouvrage, premièrement, mais ensuite elle a une forme en escalier, puisqu'elle va servir à supporter les gradins préfabriqués. Dans ces tribunes, il y a aussi des vomitoires. Ce sont les ouvrages qui permettent au public d'accéder jusqu'à la tribune et de se desservir sur l'ensemble des gradins. Donc les poutres crémaillères sont aussi la structure support de ces ouvrages de vomitoire. Au niveau des conditions de travail pour les compagnons qui réalisent les ouvrages, la notion première, c'est leur mise en sécurité. Donc sur les crémaillères basses, on a utilisé des banches standards du commerce qui sont sur une hauteur de 5 à 6 mètres, donc qui permettent un accès en sécurité pour les compagnons, parce qu'il y a des passerelles et des garde-corps qui sont équipés sur les banches. Sur l'outil des crémaillères intermédiaires qui lui est beaucoup plus haut, donc on se retrouve à 12 mètres. On ne pouvait pas se permettre d'utiliser des banches qui seraient montées jusqu'à 12 mètres de hauteur et qui auraient entraîné des problèmes de stabilisation, mais aussi des problèmes d'accessibilité pour les compagnons, au niveau des phases de ferraillage notamment, avec des échafaudages très conséquents et avec des formes inclinées beaucoup trop raides. Donc l'option qui a été prise de réaliser les crémaillères sur un étaiement incliné avec un coffrage adapté permet aussi de délivrer une plateforme de travail à la mesure et sur mesure
de l'ouvrage pour les compagnons qui vont réaliser les phases de ferraillage et les phases de coffrage. L'élément déterminant, c'est que l'ouvrage est très technique. Nous avons quand même 8 grues à tour de montée, nous avons des grues mobiles de montée. Nous avons à aujourd'hui plus de 300 personnes sur le site, en production propre. Donc la prévention est omniprésente. Les moyens que nous avons mis sont des moyens propres au chantier. Viennent s'ajouter à ces moyens-là une intervention très régulière des services prévention des entités de Vinci de la région, parce que le risque est permanent. La charpente allie deux matériaux, ce qui est une première sur des ouvrages de cette envergure. C'est à la fois le bois dans la partie intrados et la partie métallique dans la partie extrados. Donc deux matériaux avec des comportements différents l'un à l'autre, des particularités de fonctionnement qui font que cette charpente apparaît comme un ouvrage atypique. Il a fallu travailler particulièrement sur les parties assemblage. C'est ce qu'on a appelé les nœuds de liaison entre les parties métalliques et les parties bois. Et ces nœuds sont constitués d'éléments brochés à leurs extrémités, de façon à laisser une possibilité de rotation et de fonctionnement de cette charpente, notamment sous séisme, c'est-à-dire qu'on a une dissipation d'énergie à travers ces axes de rotation qui sont créés par les brochages. C'est une amélioration vis-à-vis de ce qu'on avait autrefois, c'est-à-dire un dispositif qui était plutôt ancré avec des assemblages boulonnés, et là on est plutôt dans un assemblage souple avec une déformation au niveau des nœuds qui a pour effet de dissiper l'énergie sismique, et donc c'est un réel entre guillemets progrès vis-à-vis de la réponse sismique qu'on devait donner à cette charpente. Cet ouvrage, c'est essentiellement un ouvrage aussi de géométrie. C'est le premier travail qu'on a fait sur cet ouvrage, c'est-à-dire essayer de rationaliser sa géométrie pour avoir des répétitivités de fabrication. Et on a pris des principes qui viennent du tunnel. C'est-à-dire qu'on connaît l'anneau universel dans un tunnel qui nous permet de faire des courbes, des pentes, des rampes. Donc nous, on a exactement eu le même principe, c'est-à-dire qu'on a pris des éléments de charpente et on a dit on va les faire tourner pour donner la géométrie de la charpente. Donc c'est toujours la même pièce qui s'associe avec une autre, mais qui permet de tourner en fonction des desiderata de l'architecte. Tous ces éléments vont être préassemblés au sol, donc des équipes qui sont parfaitement sécurisées au niveau du sol pour assembler, je dirais, avec commodité ces pièces. Et après, on fait appel à des opérations de gros levage, avec des moyens de levage relativement importants, qui vont prendre ces éléments-là et qui vont les mettre dans leur position définitive, et qui vont s'assembler les unes aux autres par toujours les mêmes principes, des assemblages alors sur les extrados boulonnés, sur bride, et en ce qui concerne la partie intrado, brochage avec des axes. L'enjeu, c'est l'accueil du public. D'abord, pour tout le côté sécurité, évidemment, il faut accueillir le public, que lui soit en sécurité. Donc évidemment, toutes les impositions de détection incendie, de sécurité incendie, l'ensemble des installations de sécurité qu'on doit concevoir dans le cadre du stade. Ça, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 2, évidemment, c'est l'accueillir dans de bonnes conditions. Donc pour ce faire, on a un système de contrôle d'accès qui permet un accueil individuel et nominatif de chaque spectateur, de par les lecteurs de contrôle d'accès qui sont montés sur les tourniquets en entrée du stade, avec un écran vidéo qui pourra accueillir de façon personnalisée chaque spectateur. L'élément indispensable et essentiel dans la conception du stade, c'est évidemment de maintenir une continuité de service. Aujourd'hui, une coupure de courant est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer sur un stade de foot, avec l'enjeu qu'on connaît des droits télévision, des retransmissions des matchs. Donc c'est pour ça que sur le stade, nous avons donc deux sources d'énergie différentes, la source classique EDF et une source, on va dire, d'une centrale groupe électrogène, qui vont toutes les deux fonctionner les soirs de match en même temps et qu'on va coupler pour éviter tout phénomène de coupure ou tout problème ou défaillance sur une des deux sources. Aujourd'hui, ce stade-là, il va servir à faire beaucoup de choses, à recevoir des matchs de foot, des matchs de rugby, peut-être du motocross, des concerts, des spectacles vivants, des salons, des séminaires. Donc aujourd'hui, il faut toujours se placer dans les différents scénarios
et pas uniquement raisonner en mode match football, mais bien évidemment élargir cette vision aux différents autres scénarios qu'il peut y avoir et qui vont se produire sur ce stade. La réflexion aujourd'hui sur un PPP, toute décision prise est mûrement réfléchie parce qu'il faut qu'on raisonne avec 27 ans d'exploitation derrière, 27 ans de maintenance, 27 ans de mise en service, de maintien en service du bâtiment. Donc ça veut dire qu'il faut évidemment qu'on trouve des partenaires et des technologies qui sont fiables dans le temps, qui permettent d'avoir un suivi pour donner satisfaction aux mainteneurs demain. Je trouve ça extrêmement plaisant. D'une part, moi, ça me permet de découvrir le monde plus du bâtiment avec l'ensemble des équipements de corps d'état techniques et corps d'état secondaires que je ne connaissais pas, avec tous les impératifs que ça doit avoir au niveau de la synthèse et du développement, au niveau du planning aussi. On n'est pas sur un ouvrage uniquement de grosses œuvres comme on peut avoir plus typiquement sur du génie civil. On est surtout sur des structures de béton. Ici, on est vraiment sur une structure, là pour le coup, on revient un peu sur un concept de bâtiment où on fait d'abord une carcasse de grosses œuvres et qu'on vient habiller après avec une structure de bâtiment fini avec des corps d'état. Donc c'est extrêmement différent de ce que j'ai pu connaître par ailleurs. On peut difficilement faire du copier-coller de ce qu'on a pu faire avant, et encore plus difficilement de ce qu'on a pu apprendre à l'école. On a appris des modes de raisonnement, des modes d'appréciation en fait, des éléments, mais globalement, en fait, tout l'ensemble des détails, par définition, en fait, il faut se remettre en question à chaque fois et accepter, on va dire, de ne pas être le sachant à chaque fois et accepter d'être l'apprenant, quoi. Mais il faut être un apprenant rapide, quoi. On se remet beaucoup en question sur un grand projet comme ça. On retrouve une certaine jeunesse parce que c'est un petit peu euphorisant, c'est un petit peu, c'est très motivant, mais c'est le bon mot, c'est euphorisant. La première chose, c'est déjà une grande aventure, puisqu'encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'aura probablement pas l'occasion de refaire X fois dans notre vie, mais ça nous aura permis de toucher à plein de domaines et d'aller dans des domaines relativement pointus pour en tirer la quintessence autour de notre projet, c'est-à-dire aller chercher les éléments qui nous intéressent en vue de réaliser et de réussir notre projet. Je crois que c'est une ouverture d'esprit, c'est ça qui peut caractériser le plus notre ouvrage.